soir. Je ne sais pas s'il va y avoir encore quelques spectateurs qui devraient arriver après la séance, mais en tout cas, on va commencer comme prévu. Cette année, vous le savez bien, Victor Lizé a été notre invité d'honneur. Et puis, nous avons donc le plaisir d'accueillir aussi son co-scénariste. On parle souvent dans des festivals et un peu partout de réalisateurs, de réalisatrices, et c'est très bien, mais on aime bien aussi parler des et avec les scénaristes. C'est incontournable. Et nous avons le privilège d'avoir Michel Gaztambide, qui est un très très grand scénariste. C'est pas par hasard que Victor Lizé lui a passé un coup de fil pour travailler avec lui. Et vous connaissez sans doute pas mal de films que lui il a écrit ou co-écrit, parce que c'est des films qui se sont projetés ici pendant presque 30 ans, je dirais, hein, plus ou moins. Et en plus, il vient de publier un ouvrage de poésie qui s'intitule Autopsia d'un zombie, n'est-ce pas? Et qui est remarquable, j'ajoute. Et c'est pour nous une référence. C'est pour nous une référence. Donc, on est vraiment très content de l'avoir. Il va nous raconter un peu, voilà, le processus d'écriture avec Victor Lizé, d'ouvrir les yeux et un peu fermé. C'est fermé et pas ouvrir. Non, quand même. Voilà. C'est un petit détail. Voilà. Bon, voilà. Donc, je te passe la parole et après, ça sera à vous, bien sûr, de poser des questions, de faire des commentaires, et surtout si vous avez vu le film de Victor Lizé. Merci beaucoup, Michel. Merci de votre accueil, encore une fois. C'est pour moi une honneur. Je vous ai déjà dit en salle, mais maintenant de vous voir ici si nombreux, c'est... Enfin, et en plus, tu viens à Nantes, on te fait sentir encore mieux les choses que dit José, qui est un ami, ça se voit. Et on ne savait pas comment faire, si passer directement aux questions que vous ayez ou que vous ayez envie de poser. Mais je vais faire une espèce de petite introduction sur l'histoire du scénario, de comment Victor est venu avec une histoire, et comment on a développé le scénario, et comment le scénario a changé, un peu sur le tournage, un peu aussi sur le montage, avec des décisions assez importantes qui nous ont fait lire le film un peu différemment que comme nous l'avions écrit. Et voilà, je vais commencer à me mettre mes lunettes parce que moi aussi je suis de la génération des cheveux blancs. Bon, enfin, je dirais rien par rapport à ça. Il vaut mieux que tu te taises, oui. Et c'est un scénario qui... La première fois que Victor m'a contacté, c'est une histoire de Victor Lizé. C'est pas une histoire qu'on a fait à deux. Et c'est une histoire qui, le 31 mai de 2021, j'ai reçu un courrier électronique de Victor Lizé que j'admirais beaucoup, mais que je ne connaissais pas. Alors j'ai dit, ça doit être une erreur. Mais c'était une lettre, c'est un email, et où il demandait la possibilité, il me racontait qu'il avait l'idée de faire un film, qu'il avait une histoire, et qu'il était en train de chercher un co-scénariste qu'il avait pensé à moi. Et si j'étais disponible, tous ces machins. Alors ça a été au mois de mai de 2021. Le mois de mai de 2023, le film a eu sa première au Festival de Cannes. Ce qui fait qu'en 2 ans, on a écrit un scénario, on a obtenu la financiation, et on a tourné, et on a pu faire la première du film, ce qui est habituellement déjà très véloce, très rapide, et surtout au cinéma espagnol où on met assez longtemps pour lever un projet. Non? Alors, ce que je vous avais dit, c'est, comme je vous avais dit, j'ai reçu, quand je lui ai dit que j'étais honoré et que je serais très, très flatté de pouvoir travailler avec lui,
il m'a envoyé ce qu'on appelle un traitement, c'est-à-dire un document de 30 pages où il y avait déjà l'histoire. Hein. C'est une histoire qui commençait aux années 70, avec ces deux amis qui s'étaient rencontrés au service militaire à la marine, sur un bateau, et puis qui avaient fait un long parcours d'une vingtaine d'années ensemble, qui étaient devenus cinéastes tous les deux. D'un côté de la caméra, c'est un metteur en scène, l'autre de l'autre côté, c'est un acteur. Et puis qui, tout d'un coup, dans ce qui était le tournage de son deuxième film, comme vous avez vu dans le film que vous venez de voir, il avait été disparu de façon subite après 2 semaines de tournage où on avait seulement pu tourner 2 films. Et je me souviens que j'ai lu le traitement et qui arrivait jusqu'à l'année 2012, comme je vous ai dit, et où la fin du traitement était exactement pareille que la fin du scénario. C'est-à-dire la dernière page du traitement que Victor m'avait envoyé, qui est tellement émouvante, j'imagine que vous avez ressenti une émotion, si vous êtes là, c'est parce que ça vous a plu, et une émotion spéciale en voyant cette dernière scène devant l'écran de cinéma, en retrouvant le passé filmique. Et moi, j'ai ressenti une grande émotion et j'ai dit, je vais essayer d'être capable de pouvoir travailler avec Victor pour arriver à cette fin dans un film d'une durée déterminée. C'est-à-dire l'histoire était déjà présente. Et quand on a commencé à travailler, la première décision qu'on a prise, hein, c'est de ne pas voir ce qui était le passé des personnages. C'est-à-dire faire ce qu'on appelle une media res, c'est-à-dire commencer quand l'histoire avait commencé depuis longtemps. C'est-à-dire commencer déjà en 2012. Ne pas commencer en 71, ne pas commencer en 90, etc. Mais recréer tout ce qui s'était produit dans le passé d'une autre façon. C'est pour ça que le film commence avec une récréation, la présentation d'un personnage, c'est-à-dire le vieux metteur en scène. Je vous parle de la version du scénario, pas du film que vous avez vu, parce qu'il y a eu des changements. Alors le scénario commençait avec cette arrivée de quelqu'un qui vient du Sud, qui arrive dans un plateau dans un programme de télévision, qui va réclamer pour faire une espèce de true crime, un truc comme ça, sur la disparition mystérieuse d'un acteur 20 ans avant. Alors, on avait, pour reconstituer le passé, on avait décidé de ne pas faire de flashback, de ne pas retourner artificiellement sur le passé, de raconter le passé depuis le présent. Alors, on avait 2 choses, c'est-à-dire d'un côté le dialogue, c'est-à-dire les rencontres, ce qu'on appelle en espagnol los duetos, c'est un peu comme la musique, les duos. Johnny Hallyday avec je ne sais pas qui, Johnny Hallyday avec je ne sais pas quoi, tout ça un peu ce que vous avez vu au début du film, c'est-à-dire des rencontres avec différents personnages qui vont reconstruire le puzzle d'une vie, d'un passé. Et puis à part ces dialogues, ces longs moments dialogués de ce personnage avec ces successives rencontres, on avait aussi la mémoire des objets. Les objets qui sont tellement importants dans une vie, ce qui reste d'une vie. Je me souviens, il n'y a pas longtemps, il y a eu un grand incendie à Valencia, où il y a eu un incendie qui a détruit plusieurs bâtiments, etc., avec une grande rapidité. Et je me souviens d'une dame qui pleurait, elle avait tout perdu, elle disait ça, j'ai tout perdu. J'ai perdu mes photos, j'ai perdu mes objets. C'est-à-dire l'importance des objets dans une vie, de ce qui reste, parce que c'est ce qui te revient quand tu perds tout. Non? Alors là, il y avait des objets qu'il avait entassés dans un débarras, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est un débarras, où il y avait des objets qui avaient relation avec sa vie sentimentale, sa vie émotionnelle, son enfant, tout ça, et puis aussi sa vie professionnelle. Et c'était les 2 ingrédients que nous jouions pour reconstruire un passé d'un personnage que nous voyons et d'un personnage qui n'était pas. Parce que le personnage de l'acteur, c'était une espèce de fantôme, d'ombre, que nous devions recréer dans les cerveaux des spectateurs à partir de ces témoignages que nous donnaient de différents personnages et la mémoire des objets. C'était un personnage qu'on appelait in absentia. C'était un défi pour le scénario de raconter ça quand tu n'as pas le personnage devant.
Et il y avait aussi à part ce parcours, c'est-à-dire quelqu'un qui vient pour des motifs émotionnels un peu, mais surtout pour des motifs économiques. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a une vie assez pas très brillante au niveau économique et qui va se faire payer par le programme de télévision, ce qui l'anime à arriver là. Et à ce moment-là, il va rencontrer, il y a le programme de télévision où on récrée la disparition, tout ce qui est côté policier, côté investigation policière, le mystère, tout ça, l'énigme, de quelqu'un qui est disparu, qu'on n'a jamais rencontré son corps, même si la police dit que sûrement il est décédé. Et après, il y a les rencontres émotionnelles. D'abord avec Max, qui est un peu le grand ami et aussi le gardien du feu du vieux cinéma, le cinéma qui se conserve en boîte, le photochimique, qu'il conserve comme une espèce de gardien dans son petit atelier. Et après, il y a la rencontre avec la fille, l'émotion, la fille d'acteur disparu, où on retrouve une relation un peu pas très brillante, parce qu'elle a très peu vu son père. Son père, s'il est vivant, il n'a jamais voulu se remettre en contact avec elle, etc. Et puis après, la rencontre avec cette fille qui a été maîtresse ou fiancée de tous les deux. Non? Comme ça, on reconstituait un peu le passé. Et puis après, les objets qui, d'une certaine façon, l'accompagnaient pendant ce parcours. À un moment donné, au scénario, il y avait aussi la présence des deux bobines qui s'étaient tournées, les deux scènes, les deux séquences qui c'était la première et la dernière du film, parce que normalement, au cinéma, on tourne par localisation, c'était la même localisation, la maison de M. Lévy, où débutait le film et finissait le film, ça lui donnait un certain sens à que ce soit la seule chose qui se soit tournée et la seule chose qui se soit conservée. Et la première fois qu'on voyait un morceau de ce film sur le scénario, j'insiste, c'était quand il va au débarras, il ramasse quelques objets entre les cassettes où il y avait les essais qu'il avait fait avec l'acteur. C'est la première fois qu'on entendait la voix de l'acteur, etc. Tout ça. Alors d'une façon assez conventionnelle, c'était la voix qui lui faisait se souvenir, d'une façon un peu conventionnelle, un peu artificielle, de cette première scène du film. Alors, c'était dans la moitié du parcours de cette première partie où on voyait l'image de la première scène de La Mirada de la Dios, qui est le film qui n'a jamais existé. Alors, c'est comme ça que ça s'est tourné, mais quand le film a été monté, il a été tourné, on a commencé le montage, quand Victor et Arsène Marchena, qui est la monteuse, ont placé le morceau à l'endroit où il était sur le scénario, il y avait une rupture. Il y avait une rupture de ton, il y avait une rupture de rythme, il y avait une rupture, ça ne marchait pas. Et tout d'un coup, ils ont eu une idée de refaire le parcours du scénario et de le laisser tel que vous l'avez vu. C'est-à-dire, on commence par un film, par la première scène d'un film, on croit qu'on rentre dans un film d'aventure classique, où quelqu'un demande à un autre, fait un mandat, une mission, demande une mission à un personnage pour qu'il aille chercher sa fille à Shanghai. Ça a évidemment une grande relation avec le film qui n'a jamais tourné sur le roman de Juan Marcel, Les Brujos de Shanghai. Il avait fait un magnifique scénario qui est disponible au moins en espagnol et qui est magnifique mais qui ne s'est malheureusement jamais tourné. Alors, en replaçant cette scène, le film a eu sa définition définitive et a pris son véritable esprit. Vous commencez par voir la fiction, une réalité parallèle, et puis après, tout d'un coup, de la fiction, il y a une voix off qui est de Victor Élisée, qui nous raconte que c'est une des dernières fois qu'on va voir ce personnage qui, à partir de ce moment, a disparu mystérieusement. Et là, on recommençait avec la vie à ce que était le début du scénario, c'est-à-dire l'arrivée de Miguel Garay à Madrid et tout ce que vous avez vu. Et c'était un pari risqué, parce que normalement, le cinéma de Victor est reconnu par sa poétique, par sa valeur surtout photographique, visuelle, etc. Et là, on commençait un morceau qui est assez long, c'est plus d'une heure, où il y avait beaucoup, surtout, de dialogue. Et je me souviens que quand on était en train de travailler ça, Victor, avec son ironie habituelle, me disait « Michel, je ne sais pas ce que va penser la confrérie. » Comment ça s'appelle la confrérie? La confrérie héritienne. C'est-à-dire ceux qui sont des fanatiques de Hérissé, qu'est-ce qu'ils vont dire de ce début tellement dialogué,
tellement peut-être théâtral. Moi, je ne trouve pas que ce soit théâtral, mais c'était une chose qu'il prenait d'une façon ironique. Alors, on a reconstruit plusieurs fois les dialogues qui étaient très précis sur le scénario, qui, pour la plupart, sont dans le film. Et il y a des choses qui sont tombées, comme toujours, pour des raisons de rythme, de temps, des choses qui n'ont pas marché. Et puis après, il y avait, à un moment donné, le personnage de Garay n'a plus rien à faire à Madrid. Il a fini sa mission de toucher un argent, d'avoir une intervention dans un programme télé. On a entendu, on a écouté qu'il vit dans un village d'Andalousie, qu'il a une espèce de potager où il fait pousser les tomates, tout ça, que de temps en temps il traduit des livres, c'est-à-dire une existence un peu très différente. Il a abandonné le cinéma depuis longtemps, il n'écrit presque plus, c'est-à-dire une existence complètement en marge de ce qu'il a été. Et puis on va le voir, ça. Et là commence un autre morceau du film, qui est le plus court des trois morceaux, où le défi était de reconstruire cette vie quotidienne, c'est-à-dire le rythme de la vie quotidienne. Et là, il y a une scène où, d'une certaine façon, sur la mémoire du spectateur pesait encore tout ce qui avait été promis par le programme, c'est-à-dire la résolution de mystère, c'est-à-dire est-ce que va-t-il se passer quand le programme sera joué à la télévision, est-ce qu'il y a la possibilité qu'il réapparaisse, etc. Il est mort ou il n'est pas mort, etc. Est-ce que l'énigme va se résoudre ou pas? Mais ce qui prend le premier plan du récit, c'est cette vie quotidienne dans cette espèce de communauté, dans un endroit un peu bizarre mais très poétique, on a envie d'y habiter au moins quelques temps, au bord de la mer, en Andalousie, une Andalousie tranquille, une Andalousie quotidienne. Et à ce moment-là, il y a une scène qui est très caractéristique, parce que ça marque un peu aussi la façon dont Victor tourne habituellement et la façon dont habituellement beaucoup de films se font. Et une partie de hasard. Hier, il parlait dans la grande masterclass qu'il nous a donnée du hasard, de l'importance qu'il donne au hasard. Il y avait une partie de cette scène, c'est la scène du dîner, ou l'après-dîner avec ses collègues, et avec cette communauté. Alors il y avait une partie qui était déjà écrite, c'est-à-dire quand il parle des noms qui vont se mettre à la petite fille, etc., quand elle naîtra, s'il faut qu'elle s'appelle Esmeralda ou pas, enfin tout ça. C'est-à-dire c'était tourner le scénario. Mais là, il y a eu le hasard que Victor a découvert que Manolo Solo, l'acteur, jouait la pièce de Rio Bravo, savait l'interpréter, etc., parce qu'il a un petit groupe de rock and roll où de temps en temps ils font de la musique. Et il a décidé de mettre, sans savoir si, hier il le racontait, si on aurait les droits, si ça marcherait, tout ça. Et ça a fait, ça a ajouté de la naturalité à ce moment, de la vérité à ce moment, mais c'était ce mélange entre ce qui est préparé par le scénario et ce qui est hasardeux, que le scénario bien préparé permet de faire, d'improviser aux metteurs en scène. Surtout quand ils ont la sensibilité d'un metteur en scène comme Victor. À un moment donné, comme vous avez vu, la réalité revient, et le héros qui avait décidé, le héros Miguel Garay, qui avait décidé de se mettre en marge, de ne plus intervenir dans la résolution de l'énigme, doit accomplir sa mission de héros, comme dans les tragédies classiques, parce qu'il y a quelqu'un qui téléphone, parce que son ami réapparaît. Alors là, commence la troisième partie du film, où réalité et fiction se réunissent dans une espèce de rivière, qui avant marchait en parallèle et tout d'un coup marche dans une seule direction. On revoit son ami qu'on avait seulement vu au niveau dans le morceau du film, et dans un autre morceau qui est très important, c'est quand il raconte à son ancienne fiancée comment a pu être la disparition de son ami. Et là, l'ancien metteur en scène redevient metteur en scène. Il met en scène la possibilité d'une histoire. C'est-à-dire, il invente ce qui aurait pu se passer. Et il redevient cinéaste, un cinéaste d'image, avec une voix off, qui raconte, qui accompagne le processus de ce personnage. Mais à ce moment-là, c'était un peu le royaume de la poésie. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va chercher son ami, qui le reconnaît, dit c'est vraiment lui, qui revoit les objets que le début du film a lancé quand on a vu la première séquence de la Mira del Adiós, c'est-à-dire une mélodie
c'est-à-dire surtout une photo d'une jeune fille chinoise, etc. Et cette photo réapparaît, et d'une certaine façon, les deux courants se réunissent en un seul courant. Et il va essayer de réveiller la conscience de son ami. Il va essayer une fois et une autre, d'abord avec une chanson, ce que vous avez vu, après avec Je suis Miguel, mais il n'y a pas de réponse, après avec les nœuds marins, et il y a une espèce de réponse parce que la mécanique des doigts se souvient encore de ça, c'est comme un peu de la petite chanson, mais ça n'aboutit à rien. Il y a la photo des deux marins, mais il dit c'est pas toi, c'est pas moi, c'est d'autres personnes. Parce que l'identité, c'est un des sujets les plus importants du film. La mémoire, l'identité, qui on est, qui on a eu, qui on a été, pourquoi on s'appelle comme on s'appelle, pourquoi on a tellement de noms. Et même la présence de la fille qui dit « Je suis Anna » en répétant la célèbre phrase de l'esprit de la ruche et qui n'obtient aucune réponse. Alors quand tout semble être fini, il n'y a aucune possibilité, il reste encore une possibilité, c'est le miracle du cinéma qui vient de la main d'un objet. Quand il y a une boîte, l'importance des boîtes dans le cinéma de Victor, des petits détails, des petits objets, c'est l'importance. C'est pour ça que les spectateurs se sentent attachés au film, parce que j'imagine que vous avez tous des boîtes pleines d'objets. C'est des boîtes sélectives, des objets sélectifs. Il y en a quelques-uns, il y en a d'autres qui sont perdus, il y a des obsédés des boîtes, il y en a seulement une, mais il y a toujours une boîte, il y a toujours un tiroir où on garde des choses. Et dans ce dernier tiroir, où il y avait les objets qui accompagnaient cet homme perdu, il y a une pièce, c'est un roi d'un jeu d'échecs, qu'on a déjà vu au début du film. C'est-à-dire, pendant le tournage, il a eu dans ses mains un roi d'échecs. C'est des objets qui ont une signification spéciale, dramatique, et bien sûr utilisée par le scénario, les scénaristes et le metteur en scène. Alors là, il a une idée, comme vous l'avez vu, et il prétend le miracle du cinéma. Pour ça, c'est très important que le film soit vu dans une salle, parce que c'est aussi une réclame de la vision du cinéma comme il a été jusqu'à il n'y a pas longtemps, le miracle du cinéma en salle, où il peut se produire des miracles. C'est difficile que le miracle se produise à la maison, en regardant un écran de télé, ou avec les jeunes qui voient souvent des films sur des écrans de portable. C'est difficile que le miracle se produise sur l'écran d'un portable, mais quand l'image était beaucoup plus grande que nous, quand on était petit, c'était plus facile d'être hanté par les images, que les images produisent un effet presque philosophique et émotionnel sur nous. Alors à ce moment, il fait appel à tous les éléments symboliques qui doivent du rite du cinéma, c'est-à-dire il faut ouvrir une salle qui a été fermée, il faut réclamer l'apparition du vieux Max avec les boîtes de cinéma. Il faut qu'il apporte un projecteur au cas où le projecteur qu'il y avait ne marche pas. Et il faut des spectateurs. Et là, on a le dernier film, la dernière séquence qui était déjà dans le scénario, avec cette fin où le personnage ferme les yeux, mais avec une différence essentielle qui se doit aussi à l'improvisation. Mais ce n'est pas une improvisation due seulement au génie. Le génie apparaît parce qu'il y a un problème de production. C'est-à-dire, comme il arrive très souvent dans les derniers temps, où on fait la production par Excel, c'est-à-dire tout est calculé mathématiquement, mais pas émotionnellement. Les deux scènes les plus importantes du film, pour nous, allaient se tourner le dernier jour. Une des deux a été un échec, et elle n'est pas dans le cinéma, c'était une visite à la plage des trois personnages, de la mère, du père, de la fille et de Miguel Garay. Ça n'a pas pu se monter parce que ce n'était pas ce que voulait Victor. Mais surtout la scène du cinéma. La scène du cinéma était d'une autre façon. Il avait besoin d'une journée entière pour la tourner, il n'avait que 4 heures pour la faire. Alors il a eu une idée de génie qui consiste à ce moment où le metteur en scène redevient metteur en scène. On a vu commencer à être metteur en scène quand il imagine ce qui aurait pu se passer au moment de la disparition. Et il redevient metteur en scène quand il place les personnages dans la salle. Il lui dit « place-toi ici, place-toi là », tout ça. Et tout ça, c'est une idée de dernier moment pour solutionner un problème de production et qui a fini, quand il me l'a raconté, j'ai dû faire ça, j'ai dit, c'est magnifique parce que tu as arrondi
le procès, tu as fini avec la trame de Miguel Garay qui n'était pas finie sur le scénario, parce que la trame du scénario finissait seulement sur le personnage de Julio Arenas, mais pas sur le personnage de Garay. Alors à ce moment donné, avec cette idée qui vient des nécessités folles de finir parce que les acteurs devaient partir, parce que lundi prochain il fallait tourner à Madrid, etc., etc., est devenue notre grande décision de fermeture du film, et qui tout d'un coup se place sur ce moment magique pour moi où la réalité se reproduit à deux endroits. Moi je parle souvent quand je suis en classe de scénario avec mes élèves, je leur dis que, parce que normalement quand tu commences à faire des scénarios, tu vois seulement les 180 degrés du théâtre, ce qui est devant la caméra. Mais quand quand tu commences à avoir une expérience, tu te rends compte que ce qui est important pour le spectateur, pour le personnage, c'est pas seulement ces 180 degrés, mais les 360 degrés de ce qu'il vit. Alors là, c'est très, très clairement marqué. D'un côté, il y a l'écran, ce qui arrive sur l'écran, où on va voir si M. Lévy arrive, si le Kim arrive à accomplir la mission qu'on lui a donnée, c'est-à-dire si la fille va pouvoir lui regarder, lui donner un sens à sa vie, et de l'autre côté, si le miracle va se produire dans la salle, et si nous, les spectateurs, qui sommes représentés par les sœurs, par la fille, parce qu'on est tous à l'expectative de si cet homme va récupérer sa conscience, alors là se joue le grand jeu de la fin du film entre l'écran et ce qui se produit en salle, et jusqu'à cette fin où tout le monde regarde son visage pour espérer une espèce de réponse, mais il ferme les yeux simplement. Avant, je disais, quand je fumais une cigarette avec quelqu'un de vous, hier, Victor a parlé d'une phrase, je ne me souviens pas de qui elle était, et il faut souvent fermer les yeux pour que quand on les ouvre, on se rende compte de ce qui est important dans la vie. Et c'est peut-être ce que fait le personnage. Mais on ne sait pas s'il s'est réveillé. C'est une réponse que vous remportez chez vous. C'est vous qui devez décider s'il va se réveiller, si le miracle s'est produit, s'il ne s'est pas produit. Le fait du film n'est pas clair à ce niveau. C'est une décision du spectateur. C'est le spectateur qui pour Victor est tellement important. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les cinéastes auteurs ne pensent pas au spectateur. C'est pas vrai. Et surtout, moi qui ai eu la chance de travailler avec lui, je sais qu'il vénère le spectateur. Il respecte beaucoup le spectateur, parce que lui, il a été spectateur. C'est son expérience de spectateur qui lui a amené à faire du cinéma. Donc, pour lui, vous êtes les plus importants de la cérémonie. Bien qu'il ne vous résolve pas, la fin. Mais ça, c'est aussi le privilège des bons films. C'est-à-dire c'est le spectateur, le bon spectateur qui doit le résoudre. Parce qu'à partir de ça, il y a beaucoup de réflexions qui se sont produites, on espère, dans les têtes des spectateurs, sur la vie, sur la mort, sur la mémoire, sur ce qui reste, sur l'identité. Il y a une chose qui est arrivée en processus d'écriture. De quoi parle le film? Il parle de tout ça, de la mémoire, de tout ça. Mais à un moment donné, Victor m'a dit... Tu sais de quoi il parle ce film? Des choses qui sont restées sur le chemin. Alors là, c'est une autre des raisons pour lesquelles le film arrive aux spectateurs. Surtout, peut-être aux spectateurs d'un certain âge, mais aussi aux spectateurs très jeunes. Parce qu'ils comprennent que la vie, c'est aussi ça, ce qu'ils sont en train de voir sur l'écran. Et c'est ce qui arrive sur l'existence de ces personnages. Tu parles, et ce qui est arrivé aussi sur l'existence de Victor, parce que Victor, sa filmographie, c'est ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il n'a pas pu faire, non, parce que les producteurs ne l'ont pas permis, tout ça. Alors, cette espèce de parcours d'une vie considérée en donnant de l'importance à ce qui est resté sur le chemin, de ce qu'on n'a pas pu accomplir, mais qui forme partie de notre vie, de la même façon que les choses que nous avons accomplies. C'est un peu l'esprit du film. Et voilà. Le film, c'est entre le moment, le scénario, pardon, entre le moment où Victor s'est mis en contact avec moi le 31 mai et la première version du scénario, il y a eu 3 mois. On a écrit la première version du scénario en 3 mois. Et après, on a mis un an
pendant une année, on a fait 14 versions en retouchant ici, retouchant là. Mais la première version a été assez rapide. On a travaillé ensemble, mais à distance. C'est-à-dire, il y en avait un qui commençait, il y avait bien sûr ce matériel de base qui était très précis pour à déterminés moments, d'autres, ils étaient simplement esquissés. C'était des esquisses, des petits dessins, des petits machins qu'il fallait développer. C'est pour ça qu'il voulait un scénariste qui l'aide, aussi un interlocuteur, quelqu'un avec qui pouvoir discuter, tout ça. Alors, ça a fait que nous ayons mis... Moi, je commençais à écrire, il reprenait le scénario, il écrivait dessus, il continuait, il me renvoyait le matériel, et comme ça, on est arrivé en 3 mois presque à avoir une version qui était assez satisfaisante, bien sûr, pas complète, parce qu'on savait déjà que la première version, nous on l'appelle la première version la version 0, parce qu'on sait que c'est pas la bonne. Mais c'était une version déjà assez coriace, assez costaud, pour pouvoir trouver de la financiation, pour pouvoir trouver un producteur, pour pouvoir trouver la possibilité que le film se fasse dans le temps où il voulait qu'il se fasse, c'est-à-dire avec une certaine rapidité. Et je crois que c'est un petit résumé de l'écriture. Je ne sais pas si peut-être trop envahissante, mais est-ce que je voulais avoir le temps de que vous puissiez poser des questions. Oui, pas mal, hein, je dirais, non? C'est pas mal, c'est passionnant. Oui. Ma question avec d'abord, c'est un film moi je trouve très puissant. Ma question avec deuxièmement, en ce qui concerne l'atmosphère de la première partie, ça m'a rappelé l'atmosphère de moment du passé. Ça m'a rappelé la savoir, c'est le moment du passé, dans ce feeling conscientiel qui rappelle bien les feelings qui rappellent. Alors maintenant, ma question est la suivante. Est-ce qu'il arrive, est-ce que tout est pris dans les détails, ou est-ce que finalement le film s'échappe? Ou est-ce que deux exemples? Premier exemple, quand il se met sur le bord de la falaise, il pose ses chaussures avec précaution sur le bord de la falaise. Il pose ses chaussures visiblement comme si c'était pour être identifié par la présence de ses chaussures. Oui. Et on est frappé parce que quand il est dans la résidence et on est frappé parce qu'il est pieds nus et on l'a fait remarquer la bonne sortie, il est né. Il est une deuxième chose qui m'a frappé, deuxième chose qui m'a frappé, la télévision, ça m'a frappé, notamment le Noches. Pourquoi le Noches? Parce que je ne sais pas si c'est pareil aux Pays-Bas ou en Espagne, mais quand on apprend le Noches, qui est un peu difficile à faire à des enfants, on raconte l'histoire du serpent qui sort difficile à faire, fait le tour de l'arbre, qui raconte l'histoire du serpent. Or, il y a un tout en français, fait le la vérité sort du rentre dans le pays. Je me suis demandé si c'était pas un moment où le film vous avez échappé tout simplement. Je me suis demandé si c'était Ça aurait été magnifique ça aurait été magnifique de savoir l'histoire du serpent, parce qu'on aurait dit ça aurait été magnifique de savoir l'histoire du serpent, parce que l'histoire des chaussures et du pied nu, c'était déjà dans le scénario. L'histoire de Victor pour les chaussures, ça revient de loin. Il y a un métrage de Victor pour le Blamiento, Ligne de vie, où il y a des chaussures aussi ont un rôle important, tout ça. C'était une espèce de rime, non? Les chaussures aussi à l'asile, les chaussures de l'autre côté. La façon où il les pose, c'est une espèce de mélange entre la mise en scène de l'acteur et la façon où il les pose de l'acteur. Et c'était très important, de laisser les chaussures, comme vous avez dit, pour laisser une piste pour les conflits. Il y avait un dialogue qui n'est plus. Comme la police espagnole n'est pas tellement intelligente, ils vont sûrement penser que comme la police espagnole n'est pas tellement intelligente, ils vont sûrement penser que la police espagnole de l'époque, maintenant, la police espagnole c'est impressionnant. Et pour les deux marins, Victor a investigué, a pensé à réfléchir, à investiguer sur les nœuds que faisaient les marins de profession. C'est-à-dire comme ils avaient fait le service militaire à la marine, ils devaient savoir faire des nœuds, les simples et les compliqués. Mais l'histoire du serpent, on ne la connaissait pas, mais je vais le raconter parce que... Mais l'histoire du serpent, on ne la connaissait pas, mais je vais le raconter parce que... Oui, oui, très joli. Est-ce qu'il m'a semblé reconnaître le cap Gatron
des environs du Cap Gâteau, qui est un... Je pose la question pour savoir... Ah, de Gata. Du Cap de Gata. Gata. Oui, oui. C'est parce qu'il y a une partie qui s'est tournée à Grenade, dans la province de Grenade, l'endroit où il habite avec sa communauté. Puis de l'autre côté, il y a Almeria, où est située l'asile des... Je posais la question parce que est-ce que c'est un endroit de prédilection pour les metteurs en scène espagnols? Je ne sais pas. Un endroit dont les Roses d'Elmar avec Elena Maya, c'était tourné exactement. Il faut savoir que Victor habite une partie de l'année très près de Ferico, dans le village où il y a le Chambao. L'endroit où il habite avec sa communauté, Victor habite à côté. C'est-à-dire, hier il le racontait, on n'a pas dû retoucher l'asile, c'est autre chose. Mais il voulait le tourner au sud parce que c'était quelque chose qui était resté dans le sud, où il a pu faire seulement la moitié du film qu'il voulait faire. Alors il était très important de tourner dans le sud, et je crois que c'est important pour le film. C'est une espèce de... C'est là où il a son âme maintenant, le personnage, avec ses tomates, ses poissons, c'est une vie plus tranquille et plus sereine, mais que le destin vient déranger. Parce que hier aussi, il parlait d'une chose qui était très importante pour nous. Vous avez vu la statue du dieu Janus au début, dans le jardin de M. Lévy. C'est le dieu des portes. Il y a le jardin de M. Visage qui regarde d'un côté et qui regarde de l'autre. Et c'est les deux personnages. L'un qui est puni par la mémoire, il n'a pas la possibilité de se défaire de la mémoire, et l'autre, il a eu la chance de pouvoir se défaire de la mémoire. Il s'est libéré de la mémoire. La mémoire parfois aussi comme châtiment. Non seulement comme prix, mais aussi comme châtiment. Parfois aussi comme châtiment. Reste ce qui se perd comme prix, mais aussi comme châtiment. Reste ce qui se perd. Et d'autres questions, s'il vous plaît? Et d'autres questions, s'il vous plaît? Moi, je suis désolée, mais j'ai une petite vergine. J'avais déjà vu ce film, mais en fait, je m'en suis pas rendu compte. Je m'en suis rendu compte que lorsque le film a démarré, et après, je m'en suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui m'a interpellée, c'est le chien. Parce que le chien, il a une vraie nature. Et donc, je me suis demandé si c'est un chien dressé, une vraie nature au cinéma, ou si c'est le chien de l'acteur. Non, c'est un chien dressé. Mais un chien magnifiquement dressé, parce que il y a un moment, quand il part, et il le suit jusqu'à la porte, c'est un moment très émotionnel. Il le suit jusqu'à c'est un chien. Victor était absolument ébloui par le chien. Maintenant, c'est un acteur dressé qui est facilement à éblouir. Se mit dans les mains de Manolo, l'acteur et tout ça. Ça a été une joie de le voir. Parce que ça donne de la vérité, ça donne de la sensibilité, ça donne du sourire. C'est un film où on ne peut pas sourire tout le temps. Alors, de temps en temps, pouvoir sourire comme dans la vie, on ne peut pas sourire tout le temps. Alors, mélanger le grave et le léger, le sombre, même si c'est des fois un petit chien qui te donne ça, parce que nous qui avons des chiens, savons que les chiens, ça accompagne, ça fait sourire, ça fait aussi d'autres choses, mais enfin, ça accompagne, ça fait sourire. C'est un chien dressé. C'est un chien dressé. Puisque le micro est à côté, à propos du sourire, il y a une dimension humoristique peut-être aussi. À propos du sourire, dans le choix de Coronado, qui a dit toujours le beau, l'acteur beau, dans le choix de Coronado. Oui, mais ça, par exemple, pour vous, c'est... Moi, je pense toujours que, quand je, avec d'autres metteurs en scène, avec quelqu'un qui passe toujours, on va faire un film pour la Corée du Sud. Si la comprenne et il l'aime bien, ça veut dire que le film est bon. Parce que on n'a peut-être pas la connaissance de la tradition de José Coronado comme comme galant de cinéma, Coronado comme séducteur, tout ça. Après, il a aussi une réputation comme acteur de polar. Il fait beaucoup de séries ou de films qu'on a fait avec lui, tout ça comme de polar. Alors là, c'était une espèce de dimension différente. Et qu'on doit lui remercier, parce que pas tous les acteurs, c'est très difficile ce qu'il a fait. C'est de représenter le vide. C'est très difficile. Et pour Victor, toujours, la représentation du vide devrait se faire avec quelqu'un qui ne serait pas acteur. Parce qu'il dit, si c'est un non-acteur, je lui demande de me regarder, il va me regarder. Voilà. Mais avec un acteur, c'est différent, parce que les acteurs ont beaucoup de tics, beaucoup d'habitudes, beaucoup de questions qui se posent tout à fait. Et il raconte, José est un ami, m'a dit, le travail que j'ai dû faire, c'est de perdre tout, de
tout oublier, de tout despojarse, je ne sais pas s'il y a une traduction, de tout oublier, voilà, se dépouiller de tout pour pouvoir interpréter ce personnage. Et comment il a fait? Il s'est déguisé, l'acteur se déguise, avec les vêtements, avec il a maigri, il s'est rasé, il s'est mal rasé, tout ça, c'est une apportation de l'acteur, avec, bien sûr, étant contrôlé par le metteur en scène. Mais ça, c'est des choses que les acteurs aiment bien, se déguiser, devenir autre. Et là, je crois qu'il y arrive absolument, parce que le lendemain de ce visage que vous avez vu, il tournait une série où il devait avoir un autre aspect. Alors, c'est le déguisement, c'est le dépouillement, c'est un travail magnifique. Juste une autre question à propos des acteurs. Dans quelle mesure vous avez pensé à propos des acteurs, à certains acteurs, dans quelle mesure en écrivant les personnages? Moi, c'est Victor qui avait, pour la plupart des acteurs, vous savez qui... L'infirmière, par exemple. Pour la plupart, la sœur, la bonne sœur. La sœur et l'infirmière aussi. L'assistante sociale, oui, Maria León. Oui, il savait que c'était Coronado, parce qu'il ne savait pas que c'était Manolo Solo. Là, il y a une recherche. Il est avec 3 acteurs, de façon concrète, je ne vais pas vous raconter qui. Mais par exemple, les 2 bonnes sœurs, l'assistante sociale, Max, bien sûr, Max, l'ex-fiancée Soledad Biac, tout ça, il avait dans la tête, il savait qu'il voulait essayer de travailler avec eux. Tout ça, et ça a été facile parce que tout le monde savait qu'il voulait travailler avec eux. Donc, de certaine façon, c'est rentrer dans le mythe. D'assurer l'immortalité, rentrer dans le mythe. Mais ça a été compliqué, surtout pour, je crois que pour... Est-ce que le co-scénariste savait qu'il avait pensé à ces acteurs? Oui. Est-ce que le co-scénariste... La première fois qu'on s'est réunis à Saint-Sébastien, il a sorti un dossier, il m'a dit, tu connais un acteur qui pourrait faire ça? Et j'ai dit, bon, je connais un acteur qui pourrait faire ça, mais je ne sais pas, j'avais un peu peur de... Et j'ai dit, bon, je connais... Il m'a dit, José Coronado peut-être. Tout d'un coup, il m'a souri, il a sorti un dossier avec la photo de José Coronado. Il a dit, on peut travailler avec la photo de José Coronado. Mais le reste, il était travaillé d'une façon très claire. Mais pour lui, l'interprétation, c'est ne pas interpréter. C'est le dépouillement. C'est difficile pour les acteurs, parce qu'ils sont habitués à faire de trop. Et là, c'est de rien faire. Manolo Solo, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait rien à Manolo Solo, mais il soutient tout le film. Et ça, c'est très difficile à faire. C'est aussi très énigmatique pour les acteurs qui, à un moment donné, peut-être ne savent pas trop bien ce qu'ils sont en train de faire. Comme Anna Torren le dit, si je travaille avec Victor, je me mets entre ses mains et j'obéis. Parce que je sais qu'il va me redonner un film magnifique. Et j'obéis. Et voilà, cette humilité, cette disponibilité, cette générosité qu'ont les acteurs. Les acteurs ont une réputation, ils sont difficiles, ouais, ils sont tellement généreux, ils se mettent entre tes mains, ils puissent modeler tout ça, ils changent. Des fois ça leur fait mal à l'intérieur, mais ils changent. Des fois ça leur fait mal à l'intérieur, mais grâce aux acteurs aussi, quand ils font des films, ils te donnent. Grâce aux acteurs aussi, quand ils font des films. Oui. Peut-être une dernière aussi. Oui. J'ai trouvé très beau aussi. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? J'ai trouvé très beau aussi l'image du directeur de cinéma qui n'arrive pas à finir un film, qui dort dans une caravane. Voilà, c'est aussi un peu, ça m'a fait... Ça m'a ému en fait, cette autre partie du métier, cette autre partie de ne pas arriver, de devenir autre chose, de planter son potager, enfin, de ne pas avoir, et puis finalement à la fin, pouvoir finir son film. Finir son film, voilà, de certaine façon, oui, ça a un peu à voir avec Victor, qui n'a pas pu faire toute la carrière peut-être. Ça a un peu à voir avec Victor, qui n'a pas pu faire beaucoup d'échecs, il y a eu sûrement des moments économiquement difficiles, etc. Mais aussi ce soulagement des choses, des petites choses. Tu trouves ta place. En regardant, je ne connais pas l'histoire de Victor Ulice,
Mais j'ai vu chez Miguel, Victor Uribe. Oui, oui, il y a un peu de ça. Chez Un Miguel, peu, hein. C'est pas une interprétation biographique, mais il y a des choses. Les objets, hier il a raconté dans le masterclass, tous les objets qui sont, que l'on voit dans le film, sont des objets qui appartiennent à Victor Uribe. J'ai senti que c'était quelque chose de personnel. Oui, oui, c'est la gabardine. J'ai senti que c'était quelque chose de personnel. Ça, c'est une gabardine. La gabardine, me raconté. Esta gabardina es mía. Tengo una gabardina como esta. La mer, Voilà. l'école de marine aussi Tengo peut-être. una gabardina. Non, l'école de marine, La non. mer, Mais l'école de marine le aussi reste, oui. peut-être. L'école de marine, c'était bien pour. Mais c'est vrai que, parce que c'est vrai que dans cette profession tellement difficile, tellement capricieuse, il y en a quelques-uns qui arrivent à faire des choses, il y en a beaucoup qui restent sur le chemin. Il y a une certaine paix, il croit qu'il s'est caché du destin, il n'est plus obligé à accomplir le destin de l'artiste, mais le destin de l'artiste le rejoint. Il va falloir qu'il accomplisse sa mission de héros, c'est un peu une tragédie grecque, c'est un peu la même chose. Tu crois que tu as déjoué un peu le destin, que tu allais simplement toucher 200 € ou 250, qu'il était bien de planter de nouvelles tomates pour payer la lumière, et tout d'un coup, tu es rejoint par ta famille, tu es rejoint par ta vie. Dernière. Moi, c'est vraiment sur un petit détail, j'en profite pour se parler des petits objets. Moi, c'est vraiment sur des choses choisies pour le film. Moi, c'est l'image de la statue de Pio choisie pour le film. Est-ce que quelle importance elle a dans le choix qui a été fait? Pourquoi on la voit très nettement? Parce que c'est un hommage. C'est un hommage. Très nettement. On aime beaucoup Pio Arrofat, aussi bien que moi. Il est de San Sebastián. Et surtout, il est la Cuesta de Moyano, c'est l'endroit où il achète des livres. C'est un endroit très emblématique à Madrid. Et quand tu arrives en haut de la Cuesta de Moyano, tu as la statue de Pio Arrofat. Alors c'était là et c'est un détail. C'est un hommage à la littérature, à une certaine littérature, à l'aventure, à la mer, à beaucoup de choses. Bon. Et ben, hier, je pense que je l'avais dit au Théâtre Pradhan, hier, Michel Gastondier sera avec nous, ça sera une leçon de cinéma. Je pense qu'on est tous d'accord, n'est-ce pas? On aurait envie de chanter My Rifle, My Pony and Me avec lui, hein, tous ensemble, mais on ne va pas les faire. En tout cas, je ne veux pas. Le déjà. Tous ensemble, mais on ne va pas les faire. Mais on va lui dire merci beaucoup et on va. Merci à vous. Mais on va lui dire merci beaucoup et on va. Merci à vous. Victor, vous savez, il est malade. Victor, vous savez, il est malade. Et je lui ai envoyé un message. Il y avait 240 personnes. Je lui ai envoyé un message. Il était ému, il était très content. Il m'a demandé de vous remercier pour votre accueil, pour votre sensibilité, pour votre respect. Alors, merci beaucoup de la part de Victor. Merci beaucoup de la part de Victor.